Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de Spoon. Spoon, donc un nouveau petit joueur qui vient d'arriver sur le jeu récemment. Ouais, je découvre le jeu avec la V4. Franchement, c'est marrant, vos petites figurines là. Ouais, c'est sympa, hein. Et dis-toi qu'on peut même les peindre. Ah ouais, je savais même pas. Promis. Donc, avec Spoon évidemment, qui est notre champion du monde. Normalement, la vidéo sera sortie avant Atlanta, donc on prend pas de risque. Normalement, Ouais. tu es encore champion du monde pour une revue Blade of Corn. Donc, Blade of Corn, qui est une armée que tu prends en main en cette V4, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Je change un peu. Après les Lumi. Exactement, on change de style. Blade of Corn, ça a toujours été une armée qui m'a intéressé, en tout cas depuis le nouveau Battle Tome de la V3. Et là, je saute le pas. C'est clair, c'était une armée qui était hyper puissante fin V3, qui avait à peu près, franchement, je pense le meilleur win rate du jeu, non? Pas loin, ouais, je pense. Voilà, hyper solide, beaucoup de tricks, beaucoup de possibilités avec les mécaniques de Dim 200, etc., de possibilités de jeu au tour adverse. Donc, on va attaquer maintenant cette revue V4 avec ce Battle Tome qui, honnêtement, est dans la même veine. C'est-à-dire beaucoup de possibilités de jeu au tour adverse. Mais en plus de ça, on rajoute la surcouche V4 avec tout ce qui est les redéploiements, les contre-charges en plus. Et donc, vous allez voir, il y a énormément de combos à faire. Et on va pas se mentir, c'est solide. Ah bah c'est très solide. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite les traits de bataille. Le premier qui est la Dim 200, qui est que, comme d'habitude, on démarre à 0 de Dim 200 et on en gagne 1 à chaque fois qu'il y a une unité qui meurt sur le champ de bataille. Ouais, c'est comme avant, sauf que il y a moins de monde. Il y a moins de monde. En tout cas, en début de version, il y a moins de monde sur table, donc mathématiquement, il y a moins de dim. Ouais. Je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de la version et qu'on aura plus de monde qui vont revenir sur table au fur et à mesure que les joueurs vont se rendre compte qu'ils ont besoin de faire des tactiques et pas que de bourriner. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de dim. Ouais, donc un petit peu moins de dim. Bon, après vous allez voir, ils ont aussi scale ce qu'il faut dépenser d'un point de vue de la Dim 200. Alors ce qu'à noter, avant il y avait deux tableaux, il y avait un tableau de compétences, un tableau d'invocation. On est toujours dans cette logique de simplifier aujourd'hui. Donc vous allez voir, on a une invocation qui est à 8 points de Dim 200, mais on n'a plus les paliers d'invoque, de Bloodletter et compagnie. C'est terminé. On arrive à la deuxième, qui est qu'avec 2 points de Dim 200, alors à noter, on peut maintenant utiliser de la Dim 200 seulement si on n'a pas dépensé à ce tour. Exactement. Donc l'ordonnancement est important. Donc le premier qui est en phase de héros, qui a une réaction suite au fait que notre adversaire ait lancé un sort, pour 2 points de Dim 200, on peut dispel. Bah, ça reste très bon, mais ça va beaucoup dépendre de l'armée adverse. Est-ce qu'il y a des sorts très impactants? Ouais. C'est ça un peu la question. On va voir qu'on a d'autres options et comme on peut en faire qu'une seule par tour, il va falloir bien choisir. Exactement. On a l'autre Murderlust qui est emblématique. Pour un point de Dim 200 à any movement phase, vous pouvez faire un mouvement de 3 pouces flat qui vous permet d'engager. Bon bah c'est ça qui fait l'armée. Hein. On va pas se le cacher, c'est Murderlust fait Corn. Ouais. Il y aurait pas Corn s'il y avait pas Murderlust. Ah ouais, dans ce sens-là? Et inversement. En tout cas, le gameplay serait complètement différent. Ouais, complet. C'est probablement celle-là dont je me sers le plus souvent. 90%, ça sera une Murderlust parce que ça permet de faire tellement de choses dans le jeu. À ton tour, ça te permet de courir et d'engager. Au tour adverse, ça permet de redeploy et d'engager ou de redeploy et de s'éloigner. Ça permet de faire énormément de choses. Murderlust, c'est l'outil principal de Korn. Ouais, vous allez voir, en plus, il y a des interactions vis-à-vis de ça avec des artefacts qui vous permettent de fiabiliser, d'augmenter votre portée de Murderlust. Alors, pour rappel, au début V3, quand c'est sorti, début de ce Battle Tome V3, quand c'est sorti, on pouvait prendre 3 unités qui bougeaient de D6. Ensuite, on pouvait prendre pour un point de Dim 200 une unité qu'on pouvait utiliser 3 fois qui bougeait de D6. Là, c'est 3 flats. Voilà. Donc, changement qui fiabilise et qui impose aussi à votre adversaire de se mettre à plus de 6 s'il veut pas se faire engager auto, mais ce qui veut dire que du coup, vous pouvez aussi faire des redéploiements dans l'autre sens ou des Murderlust dans l'autre sens, ce qui fait passer automatiquement les charges à 9. Donc on voit que c'est pas uniquement pour engager, c'est aussi histoire de proposer une bulle d'interdiction où finalement, au final, on risque de reculer, ce qui peut faire très mal sur les jets de charge adverses. Ouais, globalement, c'est ce que je dis tout le temps. Korn, il choisit où il veut se battre et quand il veut se battre, et ça va être très très dur pour une armée de corps à corps de ne pas subir ça. Ouais. Il y a des solutions pour jouer dans Korn, mais en général, c'est le joueur Korn qui décidera où est-ce qu'on se tape et quand est-ce qu'on se tape. C'est clair. On passe au troisième, qui est la comète. Alors grosso modo, la comète s'utilise en phase de héros. Avant, c'était 3 points de Dim 200, maintenant c'est 4. Sauf que maintenant, c'est flat, on balance 8 dés. Sur chaque 3+, c'est une blessure mortelle. C'est exceptionnel. Faut voir que ça permet de sniper des petits héros de manière semi-fiable. Dès qu'ils prennent 1 ou 2 PV, ça commence à être très fiable. Maintenant, c'est 4 points, mais ça vous en rapporte 1 si vous jouez correctement. Ouais. Son plus gros coup, c'est que tu peux pas le faire en même temps qu'une Murderlust. Donc ça veut dire qu'il faut en faire dans un tour où tu n'as pas besoin de Murderlust. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est assez intéressant.
On comprend pourquoi c'est 4 points de dim, parce qu'avant, tu avais un effet bonus contre les monstres et grosso modo les gros persos. Voilà, c'est terminé. On passe au suivant, qui est de dire que pour 6 points de dim de sang, vous allez avoir un +1 à la perfo pour les unités Blade of Corn jusqu'à la fin du tour. Je m'en suis jamais servi et je pense que je m'en servirai jamais. Vous avez tellement d'autres aptitudes qui sont extrêmement bonnes. En plus, 6 points, c'est vraiment très cher. C'est pas loin du 8 en plus. C'est ça, c'est Qui pas peut loin du être 8, très fort. qui est très bon. Donc, je m'en suis jamais servi. Je suis pas sûr que je m'en servirai. C'est clair. Alors aussi pourquoi, d'où ça vient, c'est qu'en fait, avec l'instauration des mots-clés maintenant, vous avez aussi pas mal d'occurrences de crit mortal, finalement, Blade of Corn. Est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment aller chercher un +1 à la perforation d'armure? Je n'en suis pas sûr. Alors, juste pour préciser, c'est pas mauvais du tout, mais vous avez une prière qui vous donne +1 à la perf déjà. Ouais, voire +1 bless. Voire +1 bless. Vrai. Cadeau. Puis il s'avère que les prêtres sont pas mauvais. Oui, ça va. Le slaughter priest n'est pas dégueulasse. On passe au dernier qui s'utilise à n'importe quelle phase de mouvement. Pour 8 points, vous pouvez rajouter 1 à la caractéristique d'attaque des unités Blade of Corn jusqu'à la fin de la partie, ou ramener un bubu pleine balle, entièrement, enfin, à plus de 9 des unités ennemies, en sachant que quand même, vu que vous le ramenez à la fin de la phase de mouvement, vous pouvez le faire au tour adverse, et vous pouvez aussi enchaîner sur une contre-charge dans la foulée. Honnêtement, celui-ci, peut-être que s'il y a beaucoup de MSU en face, on va pouvoir aller le chercher. Alors celui-là, c'est intéressant. Je m'en suis principalement servi quand la partie se passe mal. Ouais. Quand la partie se passe mal, il peut vous arriver d'arriver à ces 8 points et d'avoir votre buveur qui est mort. Et là, à ce moment-là, vous pouvez ramener un buveur, ce qui a beaucoup d'impact dans la game. Coucou. Oui, alors surtout qu'en plus, il y a le bubu de Fury qui à son tour peut claquer sa charge à 3d6. Tout à Donc fait. ça veut dire que si vous repopez à votre tour, vous vous ramenez à 9, vous pouvez pas bouger, mais vous avez une charge à 3d6. Bon, ça va. Oui, c'est ça qui fait que moi j'aime beaucoup le Fury, c'est que s'il meurt, quand vous le ramenez, vous avez un tour d'efficacité immédiat, ce qui est difficilement le cas avec les autres. C'est clair. Donc honnêtement, des traits de bataille qui sont toujours aussi bons. Je pense que comme tu l'as dit, on va principalement tourner autour de la Murderlust. Et peut-être que finalement, le plus gros nerf, et encore c'est gentil de dire ça, c'est qu'il y a moins d'unités sur table aujourd'hui. Ouais, exactement. Maintenant, nous, on en embarque pas mal déjà en liste en général, puisqu'il faut commencer à lancer la machine de la dîme. Mais du coup, comme on se sert moins des autres aptitudes que Murderlust, ça se manage. Ouais, c'est clair. En tout cas, on est quand même sur des traits de bataille qui sont extrêmement intéressants. On passe tout de suite aux sous-allégeances. On va commencer avec la première, qui est une réaction au fait que vous ayez un démon qui vienne de taper. Grosso modo, alors les Bloodbound, c'est les humains. Vous pouvez faire taper une unité humaine dans la foulée, qui est Within 12 du démon, histoire de faire 2 activations d'affilée. Bah, si vous jouez une unité démon qui tape et une unité humaine qui tape, ça va être très fort. C'est pas très dur à mettre en place. Within 12, c'est plutôt large. Je m'en sers énormément puisque moi je joue une armée un peu mixte. Ouais, alors ce qu'il faut aussi noter, c'est que on n'a pas encore attaqué les War Scrolls, mais les bubus sont très bons, les humains sont très bons, les Bloodletters sont très bons. Donc en fait, aller chercher de l'humain, c'est-à-dire plutôt du Skull Reaper, avec potentiellement un démon majeur type bubu, en fait, ça se fait très bien, quoi. Ouais, c'est ça. On va le voir dans les War Scrolls, mais il y a beaucoup d'options. Vous avez des options qui tapent, des options de grind, vous avez pas mal d'options différentes, mais ça se fait bien. Si jamais vous avez envie de le mettre en place, c'est pas très dur. Ouais, c'est clair. On passe à la deuxième, Murder Host, que je trouve assez sympathique. Grosso modo, lorsque vous avez une unité démon non-héros qui a utilisé une Fight Ability, elle a une ward à 5 jusqu'à la fin du tour. Je suis partagé sur celle-ci. Sur le papier, c'est fort. En pratique, vos buveurs n'en profitent pas. Et c'est que un +1 à la ward sur vos démons qui ont tous une ward à 6, ce qui est bon, hein. Mais il faut avoir tapé d'abord. Les seuls démons qui tapent vraiment fort, ce sont les buveurs, donc vous avez envie de les activer en premier. Et du coup, vous ne profitez pas de ce trait. Si vous activez vos Bloodletters, ils vont tanker plus, mais c'est pas votre source de dégâts principale. Ouais. Après, ça reste bon. C'est clair. Donc, à voir, dépendamment des listes. Je pense que de toute façon, ça dépendra un petit peu si on part sur des listes plutôt full démon, sur des listes hybrides, etc. On passe à la suivante, qui est Brass Tempête. Donc, lorsqu'on a fait un jet de charge à 8 ou plus non modifié avec une unité de Blade of Corn cavalerie, elle a Strike First. Sur le papier, c'est fort. Surtout qu'on peut ça serait incroyable en STD. Oui, surtout qu'on peut donner une charge à 3d6 à des démons, donc on pense tout de suite à la cavalerie, les Blood Crushers. Ouais. Et après, on va voir le profil des Blood Crushers et on est un peu déçu. Ouais, ça tank bien, et ça tape... Ça tank correctement, mais en fait, le problème, c'est je crois qu'ils ont 2 attaques tête pour la partie cavalier. Ouais, c'est du -1/2. Et 2 attaques tête, quand on joue 3, ça fait pas beaucoup d'attaques. Donc ça ne tape pas si fort que ça. C'est pas complètement inutile, mais je vois difficilement des listes compétitives jouer autour de ce
de cette battle formation. C'est clair. En plus, on est quand même sur, si je dis pas de bêtises, c'est 250 les 3. Je sais plus, mais c'est assez cher. Ouais, donc finalement, ça fait 15 PV. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'occurrences de crit mortal, honnêtement, sur le jeu. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller payer de la save à 2 pour se faire voler par, je sais pas moi, 5 élus, 5 brutes? Alors, les Mighty Skull Crusher ont quand même beaucoup d'avantages. On y reverra, on en parlera lorsqu'on verra le War Scroll. Mais le fait de taper fort, c'est pas vraiment pour ça que tu les prends. C'est clair. On passe au dernier qui est le Bloodbound Warhorde. Vous allez ajouter 1 au jet de touche pour les unités humaines lorsqu'elles tapent des unités ennemies qui contestent des objectifs qu'on ne contrôle pas. J'ai pas mal commencé avec celle-ci avant de passer sur Cornet Légion, puisque je jouais Skull Reaper et qui touche à 4 de base, donc avoir un +1 gratuit, c'est un CP de gagner par tour. Le problème que j'ai eu, c'est que c'était très dépendant des scénarios. Dès que vous avez des objets au centre, vous êtes très content. Quand vous avez des objets chez chacun des joueurs, vous allez probablement vous rencontrer au centre, pas sur des objectifs, et tout de suite la battle formation fait moins de sens. Elle est jouable, surtout si vous jouez beaucoup d'humains. Dans une configuration mixte, elle est jouable dans un profil de team où l'on vous placera sur certains scénarios spécifiques. Maintenant, en solo, si vous jouez mixte, je prendrai Cornet Légion tous les jours. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, petit tour des sous-allégeances. C'est vrai que, alors il y en a quand même 2 qui ont l'air quand même au-dessus du reste. Une qui va être sur de l'hybride, une qui va être sur de la foule démon, ça dépendra un petit peu de ce que vous jouez. On attaque maintenant les très héroïques, qui sont honnêtement tous les 3 bons. On va passer au premier Firebrand, qui dit grosso modo que vous êtes maintenant un prêtre de niveau 1. Et si vous êtes priest, bon je pense qu'on ne le fera jamais, on ajoute 1 au Banishment Roll à la place. Bah, c'était déjà ce qu'on avait en V3, ça reste excellent en V4. Ouais. On verra qu'on a un domaine de prière qui est très bon. Ouais. C'est mon favori, même si les 2 autres sont très bons également. C'est clair. Le deuxième qui dit que vous pouvez avoir une Murderlust à 6 pouces. Il n'y a pas besoin vraiment de disserter sur le fait que c'est extrêmement fort. Maintenant, pourquoi je l'aime moins que prêtre? Parce qu'en général, c'est sur votre buveur que vous allez le mettre. Votre buveur, il bouge déjà très vite. Si vous prenez un Fury, il a une charge à 3d6. Et en général, je Murderlust d'autres choses, souvent des Skull Reaper. Donc, je vais rarement en profiter dans mon gameplay. Mais ça se justifie très bien dans d'autres types de gameplay. Ouais, assez sympathique à jouer. Et le dernier qui dit grosso modo que vous commencez la partie avec un point de dîme de sang. On l'a dit, on va galérer à démarrer la dîme. Démarrer avec 1, c'est toujours très bon. Ouais, c'est clair. Bah, surtout si vous laissez le T1, ça peut être assez confortable de pouvoir, dès le début de la partie, commencer à utiliser des Murderlust un petit peu dans tous les sens. Donc, honnêtement, 3 traits héroïques bons. Oui. C'est assez rare pour le souligner. À voir. On passe maintenant aux artefacts. On a toujours le Argat, sauf que maintenant, pour ignorer les ward rolls, il va falloir pick un ennemi héros en phase de combat avec lequel vous êtes engagé. Alors, il est moins bon qu'avant, mais avant, il était exceptionnel. Ça reste, malgré le fait qu'ils sont tous bons, ça reste mon choix favori parce qu'il débloque des match-ups à cornes. Ouais. Donc, vous tombez contre un Nurgle avec des gros héros, vous tombez contre un Archaon, vous tombez contre un Nagash, vous tombez contre un corne. Contre un autre corne. Vous avez vraiment des bons outils pour atteindre les seuils critiques de dégâts qui vous permettent de sortir des unités. Et on a vraiment besoin de sortir des unités en corne pour gérer le point de dîme et pour gagner l'attrition. Ben, on l'a vu en plus sur les premiers Battle Tom review qu'on a commencé à faire. Il y a pas mal d'occurrences d'unités un petit peu garde qui viennent filer une ward à 4 ou ce genre de choses. Bon, ça détend quand même pas mal. Oui. On passe au deuxième qui est Collar of Content. En gros, votre héros va pouvoir unbind comme un sorcier de niveau 1 et mettre des 3 blessures mortelles lorsqu'il va dispel. En gros, ça devient Godstrike. Ouais, très bon aussi. J'ai beaucoup hésité parce que vous pouvez le combiner avec un météore. Hein. Dès qu'il y a un sorcier ennemi, vous unbindez un sort, vous le mettez D3. Ah bah, le météore derrière, ça le finit en général. Ouais. Donc c'est très bon. Maintenant, pourquoi j'ai choisi la ward, j'ai expliqué pour ouvrir des match-ups, mais aussi parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile d'unbind des sorts en V4 et du coup souvent, bah t'unbind pas. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, finalement, t'as pas énormément de fiabilisateurs. Va falloir être meilleur que le rôle adverse, etc. Bon, c'est un petit peu plus circonstanciel. Et le dernier, qui est quand même assez cool, Halo of Blood, où, grosso modo, vous allez ignorer les modificateurs négatifs à la touche et à la blesse. Et au control score, peut-être? Et on contrôle score, bah, bien sûr. Donc, très bon, hein. Sur un buveur, il va adorer. Il sera toujours en 3-2, voire 2-2. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est très bon. Ouais. Mais ça débloque moins de match-up que Agrat. Donc, à voir. Honnêtement, les optimisations, alors même si ça s'appelle plus officiellement comme ça, elles sont quand même pas mal. Parce que là, sur les 6 que t'as, il n'y en a aucune achetée. Exactement. Les 6 sont très bonnes. Vous pouvez voir des listes avec les 6. Ouais, c'est clair. Donc, ça va faire des listes avec les 6.
Tu vois, il y a une liste qui va jouer les 6, tu penses? Alors, si on pouvait, oui, mais non. Tout le monde n'est pas Son of Behemoth, messieurs, dames. Donc voilà, honnêtement, assez intéressant, comme tu l'as dit, ça donne quand même pas mal de rejouabilité au jeu. En tout cas, ça donne pas mal de rejouabilité à cette armée Blade of Corn, et je pense qu'on va avoir pas mal de builds assez atypiques. On voit qu'on a quand même moyen de se spécialiser, comme tu l'as dit, sur du jeu d'équipe. Oui. On va pouvoir aller chercher tel ou tel match-up de manière un petit peu plus fiable. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est du tout bon. On attaque tout de suite le domaine de prière qui est tout bonnement excellent. Alors à noter, Monsieur Spoon m'a fait remarquer que la première prière était unlimited, ce que je n'avais effectivement pas vu, ce qui rend le trait héroïque précédent un petit peu meilleur. Donc grosso modo, vous choisissez une unité Blade of Corn entièrement à 12. Sur une valeur de lancement de 5, elle va avoir un +1 à la perforation d'armure. Et si vous faites 10 ou plus, elle va avoir +1 pour blesser. Bon, j'ai pas besoin d'un dessin pour dire que c'est extrêmement bon, surtout en unlimited. En général, moi, j'essaie de démarrer avec 3 prêtres. Vous commencez à charger dès le tour 1. Si vous en avez besoin, vous pouvez éventuellement en avoir un qui réussit à faire son 5+, et le mettre sur une unité. Surtout que le Slaughter Priest aura un +1 au lancement, donc ça va le faciliter également. Donc, et puis au moment autour où vous voulez déclencher, vous êtes déjà chargé. Vous aurez soit uniquement le +1 reine, soit le +1 reine et le +1 blesse. Ça marche extrêmement bien, c'est très très fort. Ouais, c'est clair, honnêtement hyper balèze. On passe à la suivante, valeur de lancement de 4. Vous retirez 1 au niveau de lanceur de sort et sur un 8 ou plus, vous infligez 3 blessures mortelles flat à 18. C'est intéressant, au départ, j'ai complètement zappé cette prière comme étant un peu inutile et puis j'ai joué contre Daughter of Cain. Ne me dis pas contre qui. Pouvoir dire à l'adversaire qui prend 3 mortales à son tour sur Moratti, À pouvoir dire ça à Amine, c'est cool. bah c'est sympa. Bon, j'ai fait mon 1 la fois où je devais le faire, j'ai fait mon 1 et du coup il a pas pris ses 3 mortales. C'est pas fou. Ouais. J'étais triste. Bah, sache que moi, quand j'ai joué Broad, sur les 4 tours, les 4 fois où j'ai essayé de me charger, j'ai fait 4. Non, sur les 5 fois, j'ai fait 4 as. C'est quand même pas mal. assez fier. Belle perf. J'ai quand même chaté sur tout le reste de la game, donc on va pas se mentir. Honnêtement, bon, c'est sûr, c'est bon. Foutre 3 BM flat à un sorcier, c'est quand même pas dégueulasse, hein, mine de rien. Ouais. Et 8+, bah, à partir du moment où, comme tu l'as dit, on va avoir tendance à jouer au grand minimum, je pense, 2 prêtres, Oui. et qu'on va essayer de se charger, y a de quoi faire. À noter, important, si vous décidez de l'utiliser en phase adverse, vous ne bénéficierez pas de la première partie de la capacité, puisqu'il aura déjà lancé ses sorts. Ouais, effectivement. On passe ensuite au sang bouillonnant Blood Boil, valeur de lancement de 4, c'est un anti-horde à 18, 5+ une blessure mortelle, et si vous faites 8 ou plus, c'est -1 pour blesser, ce qui est horrible. C'est très bon aussi. On n'a que des bons choix. Et en termes de circonstances, dès qu'il y a de la masse en face, ça peut partir. Franchement, genre Nighthaunt, quoi. Genre Nighthaunt, des petits Red Guest, des clans rats, un peu tout, hein, vraiment, c'est très très bon. Et puis ça peut spike, donc tu te retrouves à avoir des 5+ qui ressemblent à un 4+, t'as la moitié du pack qui dégage. C'est clair. Ça change. Hein. Honnêtement, on voit qu'au niveau d'avant d'entrer directement dans les War Scrolls, mais qu'on soit sur les prières, les traits héroïques, les artefacts, les allégeances, bref, et les traits de bataille, on est quand même sur un truc qui est pour l'instant hyper solide et fiable en fait. Ouais, c'est vraiment le maître mot de Khorne, c'est qu'en général, vos plans de jeu sont fiables et vous pouvez faire, si vous jouez correctement l'armée, ce qui est pas si simple, hein, il y a beaucoup de setup, beaucoup de portée, il y a plein de choses à vérifier, mais si vous faites ça correctement, votre plan, vous êtes censé le dérouler. Ouais. Donc honnêtement, je pense que ça va être hyper agréable à jouer et on passe tout de suite aux unités. On commence tout de suite avec le War Master de cette allégeance de Khorne avec Scarborough, 8 de move, save à 4, 5 d'OC, 16 PV. Donc il a 4 parpaings en 3-2, -2, 4 et 2 parpaings en 3-2, -2, 8. Finalement, est-ce que ça serait pas juste une espèce d'Indrasta du chaos? Quand même. Ouais, il bourre, il est très très fort. Hein. À noter quand même que les attaques des G8 sont crit mortales. Voilà. Donc comme avant, vous pouvez claquer un petit 16 BM. Donc assez cool, il a quand même gagné une attaque hein, sur ça, même si avant on pouvait les augmenter. Il a comme effet, comme avant, d'avoir 6 attaques de slaughter si il a pris 10 dégâts ou alors qu'il n'a pas tapé au tour précédent. Il a toujours son espèce de tir rampage maintenant, vous jetez 3D ou le nombre de blessures mortelles qu'il a prises, chaque 4+, c'est une blessure mortelle. Et enfin, le meilleur de tous, il a un passif qui le fait charger à 3D. Ouais, il en a besoin de ce passif parce que il bougeait 2 fois en version précédente, maintenant il bouge plus qu'une fois, donc il se traîne un petit peu avec un mouvement de 8. On peut le Murderlust, donc ça ferait 11. Mais derrière, la charge à 3d6, elle fiabilise énormément. Et la contre-charge à 3d6, elle fait quand même assez peur, quoi. Elle calme. Elle va tout de suite calmer. À noter que on peut le voir là dans les profils, tous les buveurs, dont lui, ont gagné une ward à 5 tout le temps. Ouais. Ce qui est très très bon. Hein. Ce qui est sympa, c'est clair. Donc honnêtement, bon, une espèce de grosse meuleuse.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il a toujours le même rôle. Il envoie des gigas par pain. Que dire? Bah, de toute façon, tu vois le dégât 8, dégât 4. Bon, on commence Tu à vois, rigoler, hein. tu vois le touche à 3 qui va être en touche à 2 tout le temps. Oui, et puis tu peux lui donner plus un rend Ouais, ouais c'est pas pour mal. rigoler. Rend 3 dégâts 8, on est pas mal. Bref, Scarbrand qui reste à faire du Scarbrand, une espèce d'énorme rouleau compresseur. On va tout de suite passer au buveur de sang. Donc, il y en a 3, ils partagent le même châssis de base, 16 PV, 12 de move avec le vol, hein, Oui. on a 5, save à 4 et 5 dossés. On va commencer avec le premier qui est celui de Ras. Donc, le Ras, il a un tir qui est assez sympathique. Il a sa hache, il a 6 attaques en 3-2, moins de 4. À noter que celui-ci est un anti-héros. Il a la capacité de prendre 3 autres buveurs de sang non uniques pour leur ajouter plus une attaque. Bon, bah en fait, je pense qu'on va se retrouver avec l'ancien build avec 4 buveurs de sang. Ouais, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les buveurs, ils partagent tous un peu les mêmes choses. Déjà, ils valent tous plus de 410 points. Ouais. Il y en a un anti-héros, un anti-monstre, un anti-infanterie, comme on va le voir. Et ils ont tous, en plus de ça, une capacité spécifique qui n'est pas dans ces patterns-là. Celui-là, c'est d'ajouter une attaque aux autres buveurs. Naturellement, on regarde, on se dit, on va pouvoir faire un build avec 4 buveurs. Bah, vous avez plus de points après pour mettre quoi que ce soit. Ça va être chaud d'aller mettre les bords de table. Bah, déjà, et puis dans un jeu corne où tu veux faire de la dîme, c'est une chose très compliquée. Ouais. Et en plus de ça, ajouter une attaque à un buveur, c'est bien, mais pas top. Quand vous achetez une attaque à un pavé de 20 mecs, ça fait 20 attaques en plus. Et là, ça fait vraiment une attaque, certes dégâts 4 ou 5. À la limite, si c'était une attaque de Scarbrand, t'aurais pu accepter, tu vois. Une attaque de Scarbrand, ça fait déjà 2 attaques, puisque tu as 2 profils. C'est vrai. Donc, non, voilà, honnêtement, bon, celui-ci, il a aussi une aptitude de rampage avec un héros, de pouvoir jeter 8 dés, 4 plus une blessure mortelle. Bon, je trouve, honnêtement, c'est peut-être le moins bon, je trouve. Bah, c'est le moins intéressant, mais c'est aussi le moins cher. Ouais. Donc là-dessus, Games Workshop a fait le travail. Ils ont pricé dans le bon ordre. Ouais. Donc voilà, le premier, on va passer au deuxième, qui est une espèce d'énorme meuleuse d'anti-infanterie. Il a 5 parpaings en 3-2, moins 2-5, anti-infanterie plus un rend. Donc le mec est quand même relativement énervé, puisque sur l'infanterie, il va souvent avoir 5 parpaings en 2-2, moins 3-5. Ça du temps. Oh bah, il est temps, ça y a pas de problème. Surtout qu'il fait toujours ses dégâts de zone. Ouais. Sauf que maintenant, c'est plus fiable, mais ça fait moins de dégâts. Ouais, c'est sur du 6 à la touche, il met plus 4 dégâts, mais il en met des 3. Oui. C'est quand même relativement cool. Ça reste très bon. Il a quand même un rampage en phase de charge qui est assez cool. Il prend une unité within 1 de lui si il a chargé, et sur un 2+, avec un des 3, il inflige le nombre de blessures mortelles, plus 3 si c'est de l'infanterie. Bah, de toute façon, il bourre l'infanterie, c'est son travail, et il va essayer de faire des mortals autour. Ouais. Donc honnêtement, celui-ci, c'est peut-être, je trouve, alors c'est le plus cher, si je dis pas de bêtises. C'est pas celui qui synergise le plus l'armée, mais dépendamment du méta, il peut être quand même assez intéressant. Il va être joué, c'est sûr. Il est bon. Il y a rien à dire, il est bon. Exactement. Et on passe au dernier, qui est personnellement mon préféré. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pareil. Voilà. Donc le Fury, il tape un petit peu moins fort, puisqu'il a 6 attaques en 3-2, moins de 4, anti-monstre plus un rend. Autant dire que lui, il va s'amuser à aller chercher des gros héros. Il a une capacité à notre phase de charge. Il prend une unité Blade of Corn, démon, Wally Within, la table. C'est ça. Faut faire attention pour que l'unité soit sur la table. Alors, honnêtement, c'est assez scandaleux parce que moi, quand je l'ai joué la première fois, je faisais attention. Ouais, en fait, je me suis dit, c'est bien parce que comme c'est en phase de charge, on peut charger, puis se mettre dans les 12. Puis après, on m'a dit, mais t'as remarqué qu'en fait, il n'y a pas de portée là-dessus. Je fais, oui. Ah oui, ok. Donc, grosso modo, vous prenez une unité Wally Within, la table. Il n'y a même pas de visibilité, hein, tu noteras. Hein. Ah ouais, donc Wally Within, la table, c'est vraiment très précis. Et elle va charger à 3d6. Bon, que dire? Bah, c'est juste bon. Oh bah, ça fiabilise tout, hein, la charge à 3d6. Alors, sur la table, c'est fort, mais souvent, c'est sur lui-même. Mais ça reste très fort, et pas de jet de dés. Hein. Ouais, honnêtement, super balèze. La petite doléance, c'est dommage que ça soit limité à 3D, parce qu'on aurait bien fait charger Scarbrand à 4D. Oui, bah, tant qu'à faire, non, allez, autant s'amuser. Donc voilà, mais même on aurait pu en jouer 2 et faire charger à 5D, puisque c'est pas une fois par arme. Non, parce qu'en fait, tous les effets persistants ne peuvent pas être cumulés. Eh bah tant pis, j'ai essayé de tricher. Et il a quand même un dernier effet une fois par tour en phase de combat. Il prend un héros avec lequel il est engagé, un monstre. Il prend un monstre avec lequel il est engagé en rampage et il lui met un -1 bless, -1 dégâts. Bah, de toute façon, c'est votre anti-monstre. Ce qui est bien, c'est que il n'a pas besoin d'être anti-héros, puisqu'en général, les héros que vous voulez taper fort sont des héros qui sont des monstres. Ouais. Donc, l'anti-monstre marche en général sur les gros héros. Et bah, du coup, quand vous le mettez sous prière, il est en raid -4. Hein. Ouais.
contre les monstres. Ça calme Archaon, hein. Ah, il est en Rennes-4 et puis même Tu sur l'enfant, enfin même surtout. En fait, surtout, il est quand même en Rennes-3. Donc Ouais. en fait, tu le respectes un peu, quoi. Mais sur l'infanterie, c'est moins efficace parce qu'il y a souvent un volume de PV. Sur les monstres, bah t'arrives, tu dis Archaon, bah déjà t'as pas de ward parce que je l'ai équipé. Ouais. Et puis tu vas prendre des parpaings, Rennes-4, dégâts 4. Oh bah ça calme, hein. Ouais, honnêtement, super intéressant. En plus, il a un tir qui est pas si mauvais que ça, hein, mine de rien, qui gratte un petit peu. Le tir gratte. Voilà, Rennes-1, dégâts des 3. Donc honnêtement, moi, c'est mon préféré. On se souvient un petit peu des traits de bataille, Dim 200, tout ça. Si vous le faites repop à votre tour, puisque effectivement l'effet de charge à 3d6, c'est à votre phase de charge. Mais si vous le faites repop à votre tour, bah en fait d'emblée, il peut charger à 3d6. Ok, il est moins cher que celui de Rage. Oui. Voilà, et moi je le trouve particulièrement intéressant dans une logique de synergie d'armée. C'est un très bon porteur d'artefacts et très héroïque. Bah, il garantit des charges, donc c'est très très fort encore. Hein. On passe maintenant au plus petit bonhomme avec le premier toutou, nommé Karanak, donc une bête assez sympathique. À noter, alors on va pas le dire, les démons non-buveurs ont tous une ward à 6. Exactement. Voilà, comme ça c'est générique et les humains par défaut n'ont pas de ward. Donc Karanak, c'est 8 de move, save à 5, 2 dossés, 7 points de vie. Il est anti-héros avec 6 attaques en 4-3, moins 1-2. Donc, mine de rien, c'est un bon candidat pour aller sniper des héros. Il a une aptitude qui est sympathique. Lorsqu'il est déployé en début de partie, vous pouvez prendre un héros ennemi. Et grosso modo, cet héros va être votre proie. Et vous pourrez faire des mouvements à la phase de mouvement adverse, c'est-à-dire une fois qu'il aura fini ses mouvements vu l'ordonnancement. Et vous pourrez bouger de 8 à condition de vous rapprocher de lui. Et il a un passif qui rajoute 2 à la charge au Flesh Wound, entièrement à 12 de lui. Bon, il est pas mal, hein, surtout qu'on risque de jouer beaucoup de Fleshhound, donc... Ils sont très bons, oui. les Flesh Wound. Donc, il est pas mauvais, il souffre de la même tare que beaucoup d'autres War Scroll, bah, il est pas prêtre, et c'est difficile de rentrer des héros non prêtres dans une liste corne. Ouais. Maintenant, il est pas déconnant du tout. Ouais, assez sympa. On attaque maintenant le premier héros, Piéton, le Skull Taker. Donc 7 points de vie, move de 5, save à 4, 2 dossés. Ça me fait déjà mentir puisqu'il a une ward à 5 native. Donc il a 6 attaques en 2-3, moins 2-2, donc c'est quand même assez sympathique. Anti-héros crit mortal. Il a une capacité de permettre, lorsqu'il est engagé avec un héros, de pouvoir avoir un strike first, mais toutes ses attaques doivent partir sur lui. Et il a un passif qui lui donne plus 1 point de lime de sang lorsqu'il tue un héros. Grosso modo, c'est un tueur de héros. Bah, on aime bien générer de la dîme, hein, donc sur le papier, pourquoi pas. Ouais. Il a un profil qui est bon, mais il va souffrir de la même chose que ce qu'on a déjà dit avant. Ce n'est pas un prêtre, Ouais. et du coup, ça rend le personnage difficile à rentrer dans une liste. Ouais, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas encore tout vu, mais je pense toutes les listes cornes s'articuleront au moins autour de un Bubu et un Slaughter Priest. Oui. Et en fait, vous allez avoir besoin d'avoir des unités à synergiser autour de ça. Donc en fait, les slots de héros sont très chers. Et Faut voir que chacune des unités, c'est potentiellement une unité que vous pouvez ramener si Ouais. vous prenez des démons et que vous prenez le Bloodstone. Ouais. Et donc les unités sont quand même vachement bien. Et chacune des unités qui coûtent moins cher qu'un héros, ça fait un point de dîme facile, ça fait des unités pour engager, ça fait plein de choses. C'est clair. Donc voilà, malheureusement, on va être obligé un petit peu, on l'a vu, on est sur une allégeance qui est très forte, les prières sont hyper fortes et synergisantes. En plus, on le redit encore, mais les prières sont une mécanique encore plus fiable que les sorts sur cette V4. Donc quand vous avez la possibilité d'avoir accès à ce genre d'outils, faut juste en abuser au maximum. Et il s'avère qu'en plus, les héros prêtres ou qui peuvent devenir prêtres via une optimisation sont en fait déjà très bons. Oui. Donc finalement, c'est pas une taxe et ça nous donne envie d'aller jouer là-dedans, quoi. Exactement. On passe maintenant au Flesh Wound qui était déjà, à mon sens, peut-être une des meilleures lignes au sens de la V3 du jeu, puisqu'ils avaient une dispel, ces petits garçons. Donc, 8 de move, 2 points de vie, ça y va 5, 1 dossé, ils sont beast. Ils ont 4 attaques en 4-3, pas de reine des gains, anti-wizard, et ils ont un passif de pouvoir charger à plus 2. Ils sont exceptionnels, ils valent 110 points, donc c'est parmi les unités les moins chères. Ils ont perdu leur dispel. Ils ont perdu leur dispel, mais c'est pas un drame. Le plus gros drame, c'est le Beast Keyword, qui fait qu'il compte que pour 1, ce qui m'a beaucoup limité quand je joue, mais il faut jouer avec. Ouais. Et c'est complètement fair dans le prix, etc. Ouais, ce qu'il faut bien avoir en tête, je trouve, c'est les battles tactiques de cette saison. Vous avez des battles tactiques de bord de table. En corne, vous allez, hormis cette unité, je trouve qu'il n'y a pas forcément de MSU particulier à aller chercher. En fait, cette unité est très forte parce que, pour le coup, elle a un volume d'attaque qui fait que vous allez être capable d'aller tuer les unités de bord de table adverses. Typiquement, je pense aux Fellbats. En fait, lorsque vous allez faire une opposition de Fellbats contre ça, c'est eux qui vont gagner tous les jours. Et en fait, voilà, si vous avez ce genre d'unité qui peut prendre les unités de bord de table adverse et qui en plus peut aller mettre vos battles tactiques là où pour les autres unités du BT c'est quand même un petit peu plus cher à les mettre sur le côté, c'est juste trop bon.
Ouais, ça va beaucoup dépendre de ce que l'opponent choisit de mettre sur les bords de table. Ouais. Par exemple, en STD, des fois, je mets des Fell Riders. Ouais, Les Fell Riders vont gagner Ouais. à peu près tous les combats. Ça dépend beaucoup. c'est clair. Mais ils restent très bons parce que ils bougent vite, naturellement. Ils peuvent charger loin. Ce qui, mine de rien, si vous arrivez à avoir un sorcier à portée avec +2 à la charge, le sorcier, vous êtes en reine -1. Ah, c'est fort. Hein. Ils peuvent tuer des sorciers isolés. Ils sont très bons. C'est clair. C'est clair. Notez quand même que le pack de 5, c'est 21 attaques. Hein. Donc Ouais. c'est pas ridicule. Voilà. On passe maintenant au Bloodmaster. Donc Bloodmaster qui a comme principale force d'être prête. D'être Voilà. prêtre avec une ward à 6. Ce qui Exactement. n'est pas le cas des prêtres humains. Les choses sont dites. Il a 6 points de vie, 5 de move, save à 4, ce qui est pas dégueulasse, 2 dossés. 5 pralines en 3-3, -1-2, anti-infanterie crit mortal, donc ça veut dire quand même sur l'infanterie il cogne. Et il a une capacité qui a une réaction après qu'il est tapé, il peut faire taper immédiatement une unité de Bloodletter qui va infliger un -1 au jet de ward adverse. Bon, il est plutôt bon, hein, comme tu l'as dit. C'est un prêtre qui tank mieux que les prêtres humains. C'est un bon candidat à rentrer dans des listes en tant que prêtre. Il va se battre avec d'autres candidats dont on va parler par la suite. Ouais, donc en plus c'est quand même mine de rien sur l'infanterie, il cogne un petit peu. Hein. Ça fait quand même 5 Oui, pralines en -2, ce qui est pas non plus tout à fait nul. Et puis ce qui est marrant, c'est que quand tu double actives, si je ne m'abuse, tu peux activer lui, activer l'unité de Bloodletter en même temps. Et si tu es dans l'Incarnate Légion, tu peux réactiver l'unité d'humain juste après. Ouais, ce qui est pas mal. Bon, c'est rigolo. Vous faites taper toute votre C'est amusant. arme. C'est clair. On passe maintenant au Skullmaster monté sur Petit Poney. Donc 8 de move, 7 de vie, save à 4, 2 dossés avec une petite ward à 6. Il a 5 parpaings en 3-3, -1-2, anti-infanterie, crit mortal et les attaques de la bestiole, du Juggernaut qui est en dessous. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Il a toujours les BM d'impact, donc 2 plus des 3 BM sur la valeur du D3. Et il a une capacité en phase de charge de prendre une unité de Blood Crusher avec laquelle il est en combat range et de lui donner un charge plus 1 damage, ce qui sous-entend que par défaut, ils ne l'ont pas, ce qui est pas fou. Ouais, le perso est pas mauvais en soi. Il est là pour synergiser une unité qui malheureusement est pas très bonne, surtout quand on voit tout ce qu'il y a à côté en corne. Du coup, c'est un peu une taxe de l'unité, ce qui en fait... c'est assez complexe de rentrer l'unité C'est plus le un perso. optimisateur de taxes. C'est ça, donc c'est... je suis pas sûr qu'on va le voir dans cette version, dans cette version-là. Bah, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de Blood Crusher en fait. C'est ça. Alors à noter quand même que l'analyse qu'on vous fait là est quand même plutôt orientée jeu, compète, etc. Donc on parle pas de ce que vous pouvez potentiellement voir en jeu local avec vos potes ou en asso. Voilà, en tout cas d'un point de vue optimisation, et c'est ce qui me semble intéressant lorsqu'on fait de l'analyse de Battle Tom, il n'est pas incroyable. Bah lui ça va, le problème c'est ses potes. Quand tu fiabilises, quand ton boulot c'est de fiabiliser un truc nul. En fait, il est obligé de porter ses potes, tu vois. C'est ça. Tu vois, ses potes ils galèrent et lui, il fait tout, il fait ce qu'il peut. On va reformuler. Si vous voulez jouer des Blood Crusher, jouez-le. C'est ça. On va en profiter pour passer directement sur les Blood Crusher. Donc c'est à peu près le même châssis en save à 4. 5 points de vie. Ils sont anti-infanterie avec seulement 2 attaques en 3-3, -1-1. Et les mêmes attaques de Juggernaut, 2 attaques en 4-3, -1 des 3. Et ils ont des BM d'impact. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. C'est de toute façon, ça souffre énormément du fait que ils sont 3 dans le pack. Vous avez 7 attaques dégâts 1. C'est pas dingue. Hein. C'est pas fou. Même s'ils avaient eu charge plus un damage, je sais même pas à quel point ils auraient été ça aurait fait natifs. Ça aurait fait des Skull Crushers en fait. Même pas, ils tankent pas comme des Skull Crushers. Ouais, non, mais offensivement, c'est ça. Bon, honnêtement, voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est pas la folie. On passe maintenant au Bloodletter, donc les esthètes de cette fin de V3 qu'on voyait absolument partout dans toutes les listes cornes par au moins 40. En France. En France, c'est vrai. Attention. À noter du coup, donc 5 de move, 2 points de vie, save à 5, 1 dossé, 2 attaques en 3-3, -1, 1 crit mortal, avec une petite capacité à la fin de n'importe quel tour qui est assez chouette, qui est de dire que s'ils sont engagés, on en ramène des 3. Petite capacité qui fait le War Scroll. Ouais, qui est extrêmement forte. Ouais. Cette capacité en fait probablement une des meilleures unités de grind du jeu. Quand je dis unité de grind, c'est une unité qui va rester sur le board, qui va se battre en continu avec ce qui est en face et qui va gagner le combat sur plusieurs rounds. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai eu l'occasion de le jouer contre du Daughter of Cain. Il s'avère qu'en début de partie, j'ai fait que des 3. Donc en fait, quand en un tour et demi, vous en ramenez 9, en plus, je jouais dans l'allégeance où lorsque tu tapes, t'es en ward à 5. Donc en fait, tu te retrouves avec 18 PV, save à 4, souvent ward à 5. Bref, le truc est absolument increvable en milieu de table. Et il y a des synergies sympathiques. Pour le coup, eux, ça fait partie des unités qui bénéficient de la charge de 3d6 du buzzer. Tout à fait. Et puis ils tapent correctement. C'est pas la folie, mais
2 attaques tête, vous faites un pack de 20, ça fait quand même 41 attaques en 3-3-1, crit mortal. Potentiellement moins 2, potentiellement même en 2-2 relativement facilement avec une prière, un plus un hit. Voilà. Honnêtement, c'est quand même une bonne unité, et comme tu l'as dit, en unité de grind, c'est exceptionnel. En fait, pour moi, ça sera une bonne unité, mais vous n'allez pas la spammer comme on pouvait la spammer avant, parce que vous avez besoin d'un peu autre chose dans l'armée. Un pack de 20. On passe maintenant au Skull Canon, donc la spécialité de corne en tir, évidemment. Donc 8 PV, bouge de 8, save à 4, 2 dossés. Il a un tir portée 15, 4 attaques en 4-3, moins 1 des 3, shoot in combat. Un profil de mêlée qui est honnêtement pas fou, donc 4 parpaings en 3-3, moins 1, 1 et une attaque en 4-3, moins 1 des 3. Il a une capacité passive qui dit que lorsqu'il a tué une unité au corps à corps, alors en gros avec une fight ability, il peut immédiatement shoot. Donc en gros, vu qu'il a shoot en mêlée, il va pouvoir tirer dans ce avec quoi il est engagé, ou s'il n'y a plus rien, tirer à côté. Et il a un petit passif bonus lorsqu'il tue des modèles au shoot, c'est -3 à l'OC pour l'unité qui a été ciblée. Honnêtement, l'unité est pas mauvaise, dans le sens où quand tu as besoin d'un peu de tir, et t'en as quand même un peu besoin encore de temps en temps, il se considère. Maintenant, les dégâts, c'est un peu poussif, il fait pas beaucoup de dégâts, il est un peu cher, il va être très dur à rentrer. Ouais, puis il synergise pas mine de rien sur les prières qui sont toutes des prières de mêlée à chaque fois. Donc finalement, il est pas mauvais, mais il est seul au monde en fait. Il a aucune synergie. C'est ça. Mais une fois de temps en temps, souvent dans mes game corn, j'aurais bien envie d'avoir un petit tir. Alors je me sers du buver, mais c'est un tir à 8, Ouais. donc c'est compliqué. Il est pas mauvais, il est pas mal pricé, c'est juste qu'on a du mal à le rentrer avec tout ce qu'on veut mettre dans une liste. C'est clair. On passe maintenant à l'Hérald sur Trône de Sang. Bon, c'est Slan style, 8 de move, 10 PV, save à 4 de dossier. Il est pas dégueulasse au corps à corps puisqu'il a 7 attaques en 3-3, moins 1-2, anti-infanterie crit mortal. Et une fois par tour à votre phase de mouvement, vous pouvez pick une unité corne démon qui est morte et qui avait 3 modèles ou plus. Ne rêvez pas, vous ne ramènerez pas un demi-buveur arrondi au supérieur. Et sur un 4+, vous la ramenez moitié effectif, comme d'habitude avec les règles de Ripop. À noter qu'en plus de ça, il se paye le luxe d'être prêtre de niveau 1. C'est ce qui fait qu'on y réfléchit sérieusement. Ouais. Pour moi, c'est le 3e prêtre à considérer en comparaison avec également le Bloodmaster qu'on a vu précédemment. Son aptitude de Ripop est très bonne. Maintenant, pour l'avoir joué dans quand même 5 ou 6 games, faut voir qu'en général, il vous ramène 3 chiens et éventuellement 10 Bloodletters. Ce qui est bon, c'est ce qui est bon et il s'auto-paye quasiment grâce à ça. Mais faudra pas espérer ramener à tous les tours. Déjà, faut que vous ayez une unité de démon qui soit morte, ce qui est probablement pas le cas T1, voire pas le cas T2. Et après, c'est un 4+, ce qui peut beaucoup se louper. Ouais, c'est clair. Alors, à noter, du coup, que moi, c'est vrai que j'avais vu War Scroll, je le trouvais intéressant, parce qu'effectivement, ramener 10 Bloodletters, c'est cool. Maintenant, on l'a vu, la mécanique de Bloodletter, on a dit que c'était les rois du grind, donc a priori, ça va pas être forcément les premiers à mourir, sauf à se prendre un volume de brut pleine poire. J'avais pas vu qu'il était prêtre de niveau 1, et pour moi, ça fait toute la différence sur ce War Scroll. C'est qu'en fait, effectivement, on l'a vu, vous avez pas vu encore le Slaughter Priest, qui est un excellent candidat, et en fait, finalement, vos 3 prêtres, ça risque d'être le Slaughter Priest, lui, et un Bubu avec le très héroïque. Ouais, moi c'est exactement comme ça que j'ai monté ma liste. Après, sachant que j'aurais pu très bien le sacrifier si les points tombaient un peu différemment. Si j'avais pu rentrer une unité de plus et toujours rentrer le Bloodmaster, j'aurais préféré l'unité de plus et le Bloodmaster que le Bloodstone. Finalement, il est pas si cher, hein. Je crois qu'il est à 210 points. 210. Ce qui est tout à fait raisonnable, en fait. Ce qui est très bon. Ouais, c'est clair. On passe maintenant aux Claws of Karanak qui ont fait le bonheur des corneux durant la V3. Donc 6 de move, save à 5, 1 de vie, 1 d'OC. Ils sont pas bêtes, eux, pour le coup. Donc 3 attaques en 4-3, pas de reine des gains, crit de hit. Ils ont toujours leur aptitude de faire un move pré-game, donc assez intéressant. Ils sont humains. Ça, c'est cool. Et ils buffent les Fleshoun. Enfin, ils se buffent avec les Fleshoun, puisque s'il y a des Fleshoun entièrement à 12, ils ont crit. Sur du 5. Ils ont crit sur du 5, exactement. Bon, grosso modo, c'est des chiens humains, pour la faire très courte. Ouais, c'est ça. Un peu moins tanky. Ils sont un peu moins tanky, mais ils bougent mieux parce qu'ils ont le pré-move. Il me semble qu'ils sont un poil plus chers, donc ça sera probablement en combat avec les chiens pour finir les listes. C'est clair. Après, quand on voit que si on rentre vraiment dans cette optique de jouer avec un Fury et un Herald, en fait, on a envie d'aller miser sur du démon, finalement. Et l'important, si on joue dans la Légion, ce que tu avais mentionné, c'est d'avoir une grosse unité marteau humaine avec. Donc finalement, ils ont peut-être moins leur place dans le sens où s'ils meurent tôt en début de partie, on va pas avoir la possibilité de les ramener sur un 4+. Bon, voilà, ça se discute. En fait, ils payent un petit peu le fait que les Fleshoun soient juste très bons, quoi.
Oui, après, le pré-move, c'est une très bonne ability. Vous allez les voir, c'est normal. Ça sera pour compléter les listes suivant les points qui vous restent. Ouais. Ils feront partie de ces candidats. À noter que du coup, effectivement, on l'a pas dit, mais il y a certains scénarios où il vous faut 9 pour sortir de chez vous. À noter que si vous avez 2 chiens sur les bords de table qui bougent de 8, il va vous falloir au moins un de plus de chaque côté. Voilà. Exactement. Donc ça se loupe. Avec eux, vous avez quand même l'assurance, si vous avez décidé de prendre le T1 et qu'il n'y a pas de truc en bord de table adverse, de pouvoir sortir de votre camp. Voilà, avec un PC auto. Donc ça, c'est pas négligeable. On passe maintenant au premier prêtre côté humain, le Realmgor Ritualist. 5 de move, 5 de santé, 5 de save, 2 d'OC. On se voit pourquoi, il a une dague dégâts D6. Bon, il a une attaque, c'est comme une espèce de Neferata style. Et il est prêtre de niveau 1 et il a une aptitude une fois par partie à votre phase de mouvement. Vous pouvez prendre un objectif ou un terrain qui est en combat range avec cette unité. Et jusqu'à la fin de la partie, on va ajouter 1 aux unités Bloodbound lorsqu'elles sont entièrement à 12. Ajouter 1 à la touche aux unités Bloodbound lorsqu'elles sont entièrement à 12 de la target. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est une prêtre. Ouais. Son plus gros problème, c'est d'être en concurrence avec les autres prêtres, et donc ça va être des choix. Ouais. Pour ma part, le Slaughter Priest, on va le voir, il est auto. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et le deuxième prêtre, en général, j'ai tendance à vouloir prendre un prêtre démon, puisqu'ils sont beaucoup plus tanky. Maintenant, c'est un bon choix. Le plus dans la touche, c'est très bon, notamment sur les Skull Reapers qui touchent à 4 de base. Ouais. Ça nécessite un peu de setup, et elle est fragile. En équipe, ça peut être assez intéressant, indépendamment de là où vous pouvez être placé en fonction des tables et tout. Vous pouvez littéralement avoir un plus un touche sur les. Alors après, c'est les Bloodbound. Donc voilà, sur les optiques de liste desquelles on parle, c'est pas forcément le plus optimum, mais ça reste quand même un bon candidat. En vrai, son plus gros défaut, c'est d'avoir le Slaughter Priest à côté de lui, quoi. Ah oui, complètement. Mais dans une liste humain, et on peut faire des listes humains, ça sera une très bonne candidate. C'est clair. On passe maintenant au Mighty Lord of Khorne, qui a une bonne tête de Korgo School. 5 de move, save à 3. Donc vous allez le voir, les humains sont quand même un petit peu plus tanky de manière générale. 2 d'OC, il a 5 attaques en 3-3 moins 2-2 et 4 attaques en 4-3. Pas de reine des gains, anti-wizard. Ça, c'est les attaques du toutou. Il y a plus 1 à la charge pour les unités Bloodbound d'infanterie entièrement à 12. Et il a la capacité de prendre un Gore Chosen entièrement à 12 de lui et de lui filer un Strike First jusqu'à la fin du tour. Bah, il est intéressant. Maintenant, il nécessite de construire la liste autour. Ouais. Est-ce qu'on va vouloir vraiment faire des listes cornes avec beaucoup de Gore Chosen? Peut-être. Ouais. Pour le moment, j'y crois pas trop, mais on n'a pas tout vu, on n'a pas encore tout expérimenté. Ouais. Il a un rôle précis, ce qui est déjà positif. Je suis pas sûr que pour l'instant le rôle soit suffisamment intéressant pour que ça sorte en compétitif, mais il a le mérite d'exister. Ouais, c'est clair. Honnêtement, bon, comment dire, c'est vrai que faut vraiment avoir en tête un petit peu la dynamique de la V4. C'est qu'en fait, il y a tellement moins de choses sur table. Vos slots de héros sont tellement chers que quand vous êtes mis en concurrence avec des trucs qui jouent littéralement sur toutes les synergies de l'armée, bah, c'est chaud de se faire une place, quoi. Après, lui, c'est un peu différent parce que il y a beaucoup de Gore Chosen qui peuvent être intégrés. Et donc, les slots de héros sont moins chers dans cette optique-là, mais ça reste des points. Et ça reste une optique complètement différente de ce qu'on a l'habitude de jouer. Peut-être qu'on verra un jour des listes autour, je ne sais pas. Ouais. On passe maintenant au Lord of Khorne sur Juggernaut, donc le premier tank mobile sur pattes du Battle Tome. 8 de move, 8 points de vie, save à 2 de dossé, un profil de close tout à fait respectable avec 6 attaques en 3-3-1-2 et le même Juggernaut que les amis. Il a les BM d'impact et il a aussi la capacité pour les unités Blade of Khorne cavalerie entièrement à 18 de lui. Autrement dit, les Juggernauts. S'il a chargé, les unités entièrement à 18 Blade of Khorne cavalerie vont avoir un plus 1 à la charge et une reroll des charges. Ouais, bah il est pas mauvais. Après, ça ne vient pas forcément des synergies qu'il apporte, mais plus du fait qu'il peut tanker et bloquer des unités. Il va être en concurrence avec les Mighty Skull Crushers, ce qui est très drôle, parce qu'en fait, vous n'allez pas vouloir forcément les prendre en synergie les uns avec les autres, mais ce sera souvent l'un ou l'autre. C'est clair, c'est clair. Donc honnêtement, il y a des choses à faire entre le Murderlust et la Save à 2, ça c'est clair. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un peu con, il est en concurrence avec les mecs qui buffent, quoi. Oui. Mais ils buffent pas que, ils buffent les Blood Crushers qu'on a vus précédemment. C'est vrai, qui sont incroyables. Qui sont incroyablement bons. Donc, il y a un monde. On peut faire une liste incroyable. On attaque maintenant les Skull Crushers, donc les petits frères, 5 points de vie. Donc on est quand même pas loin du héros. 5 points de vie, 8 de move, save à 2 de dossé. 3 attaques en 3-3-1, 1 charge plus 1 damage. Et les mêmes attaques de compagnon avec des blessures, des 3 blessures mortelles sur 1 de plus à l'impact. Bon, que dire, c'est une bonne unité d'englument et un bon candidat à Murderlust pour aller coincer l'adversaire. Maintenant, c'est pas non plus une foudre de guerre d'un point de vue offensif, quoi. Non, mais on est déjà mieux que sur des Blood Crushers. Hein. On a 10 attaques dégâts 2 en charge, ce qui est
respectable. Ouais, Rennes -2 avec une petite prière. C'est ça. C'est pas déconnant. Donc, ils peuvent soit servir en charge, soit servir en murderlust pour bloquer. Donc, ils sont clairement meilleurs que le héros, mais ils sont plus chers. Ouais. Donc, ça va vraiment être combien de points vous voulez mettre dans cette tactique, dans cette stratégie. C'est clair. Et ils vont sortir, hein. On les verra. On passe maintenant au Bloodsekrator. Donc le Bloodsekrator qui a été une terreur en début de V3, qui s'est un petit peu calmé en fin de V3 et qui là est tout à fait honorable. 6-2, points de vie, 5 de move, save à 3, 5 d'OC, 4 attaques en 3-3, -1-2. Une fois par partie, il prend toutes les unités Bloodbound, donc humaines, Wally Within, la table, qui vont avoir plus d'une attaque, donc assez cool. Une fois par partie, donc any combat phase, hein, à noter. Et enfin, il a un passif qui dit que lorsque vous avez une unité Bloodbound entièrement à 12 qui rallie, elle va rallier à 3D supplémentaires. Ouais, nous on n'aime pas avoir des bulles, etc. On aime bien faire des choses sur la table entière en corne. Donc il est plutôt bon. C'est vrai que toi, en fait, finalement, tu joues que des trucs entièrement sur la table. Avant, tu avais le truc de Lumi là, qui te fait claquer 2 PC sur la table. Ouais. Voilà. Maintenant, tu joues des bulles Wally Within la table. Bah c'est plus Tu pratique. devrais hein. essayer Roi des Tombes, parce que si je dis pas de bêtises, les Rois des Tombes début V3, c'était Wally Within 24. Ce qui est, Toutes les auras étaient Wally Within 24. ce qui est pas mal. Hein, Ce qui était pas dégueulasse. Il est bon. On va principalement le voir dans des builds humains, Ouais. qui sont pas forcément la majorité des builds en début de version, mais il est bon. Hein. On passe maintenant à Scar. Donc, on va le faire très très vite. Honnêtement, il a plus trop d'intérêt ce garçon. Avant, pourquoi il était là? Parce qu'en fait, il mourait, il revenait, il faisait de la dîme de sang à l'infini. Maintenant, en gros, c'est une seule fois, puisque lorsque vous allez mourir sur un 8+, on ramène une unité de remplacement, et les unités de remplacement ne peuvent être ramenées qu'une fois. Donc je pense qu'on le verra plus, et c'est pas la peine de passer beaucoup plus de temps sur ce châssis. Bah oui, c'est ça. Ça dépend de son coût en points. Il offre 2 dîmes en offrant un petit peu de dégâts, Ouais, mais il est trop cher pour juste ça. c'est clair. On passe maintenant à la plus mauvaise unité du Battle Tom. Ah bah j'en jouerai jamais, bien sûr, jamais. Alors très certainement des meilleurs châssis, le Slaughter Priest. Donc grosso modo, 5 de move, 5 de save, 6 points de vie, 2 d'OC, c'est pas pour ça qu'on le prend. Son profil d'attaque, c'est pas pour ça qu'on le prend, même s'il se défend. Il a une première capacité qui est cool, qui est qu'il peut unbind comme un sorcier de niveau 1. Honnêtement, déjà, c'est très chouette. Et en plus de ça, il a maintenant l'ancienne prière, qui était Blood Sacrifice, je crois, intégrée au châssis, qui est que vous jetez un D3, et sur un de plus, vous infligez le nombre de blessures mortelles à l'unité en combat range, et vous générez un point de dîme de sang. Et c'est un prêtre. Et c'est un prêtre. Surtout. Voilà. Il a absolument tout ce qu'on veut encore. Prêtre exceptionnel, unbind exceptionnel. Son aptitude qui est complètement dégénérée, puisqu'en fait, à l'époque, ça vous coûtait votre prière, quoi. Ouais, Et là maintenant, c'est ça plus la prière. exactement. On est content et on l'a vu, on va avoir un poil plus de mal à gérer de la prière qu'avant, de la dîme pardon qu'avant. Ouais. Du coup, bah on est très content d'avoir ça pour lancer un peu la machine. C'est clair. Bah, en fait, ce mec-là, sur la partie, va vous générer en moyenne 3,5 de dîme. En fait, c'est juste super fort, quoi. En fait, à lui seul, il va compenser la baisse du nombre d'unités sur la table. Donc honnêtement, non, un très bon châssis. Sans déconner, je vois pas comment aujourd'hui tu fais une liste corne sans lui. Pour moi, il est dans toutes les listes, rien qu'à cause de Blood Sacrifice. Ouais, c'est clair. On passe maintenant au Skull Grinder, donc 5 de move, save à 3, ce qui est quand même sympa. 6 points de vie, 2 dossés, il a 4 attaques en 4-3, -1, 3 anti-monte, donc c'est quand même pas mal, les gars, 3 pour un petit bonhomme comme ça. En deployment phase, il prend un Bloodbound Hero qui est à 8 de lui, et il lui rajoute 1 à l'arène sur un des profils de ses armes de mêlée jusqu'à la fin de la partie, ce qui est pas mauvais, en soi. Ça se prend. Ce qui est pas mauvais. Et il a un passif qui est un petit peu compliqué. Grosso modo, lorsqu'il se bat contre un monstre, qu'il a mis toutes ses attaques contre lui, et que vous avez fait au moins un crit, et bah vous allez appliquer un strike last à ce monstre. Ouais, le strike class c'est un peu gadget, sachant que si vous vous battez contre un monstre, bah pas forcément parce que vous pouvez l'activer en premier, Ouais. mais si vous activez contre un monstre, bah vous savez pas en amont si vous allez strike class, donc vous savez pas c'est combien d'unités faut commit dedans. Ouais. Donc c'est un peu gadget. L'aptitude de déploiement, bah s'il avait pu le faire sur lui-même, ça serait cool. Ouais. Mais apparemment, il peut pas reforger son arme à lui-même. Donc ça sera probablement plus vu dans un jeu multi-héros, comme on l'a déjà vu avec le Mighty Lord of Khorne. Ouais. Il y a peut-être un monde où il y a une liste avec beaucoup de petits héros. Ouais. Je sais pas si c'est compétitif. On passe maintenant au Deathbringer, donc 5 de move, 6 points de vie, save à 3, 2 dossés, 7 attaques en 4-3, -1, 2. Il a une capacité de pouvoir faire taper en réaction après que lui ait tapé une unité de Blood Warrior après lui, qui va donc avoir 1+1 pour blesser. Bah, ça dépend à quel point les Blood Warriors sont bons. Donc, ils sont bons. Maintenant, est-ce que vraiment leur rôle, c'est de faire du dégât?
Ça peut se prendre, mais il est vraiment en concurrence avec beaucoup d'autres War Scroll de héros, des prêtres, notamment. Il va être probablement dur à rentrer, je dirais. On passe maintenant au Deathbringer exalté, donc c'est la même version, on est un petit peu plus énervé, mais lui il est exalté, donc il a donc une sauvegarde à 5. Grosso modo, il a une mécanique de token qui dit que lorsqu'il a tué une unité avec ses attaques de mêlée, il va se soigner full et il va gagner un token, en sachant que les tokens rajoutent 1 à sa caractéristique d'attaque de son arme, qui est de base en 4 attaques, 4-3, moins 1 dégâts 3. Bah, c'est un peu la même réflexion que l'ensemble de ces petits héros de combat. Ouais. C'est compliqué à rentrer dans une liste compétitive. Ceci étant, probablement dans une liste un peu moins compétitive, ou en jeu narratif, ou en jeu de campagne, il est très drôle. Ouais. Et il a un rôle. Hein, son rôle, c'est il faut qu'il aille tuer des trucs. Donc c'est très narratif, je trouve. En compétitif, c'est dur à rentrer. C'est clair. C'est clair. Il bouge pas énormément, ça va pas être sur lui que vous allez avoir envie de claquer la Murderlust et ce genre de choses. D'aller claquer vos buffs sur lui, c'est quand même un mec qui touche à 4, hein, comme son pote d'avant, et finalement c'est peut-être leur plus gros défaut. Bon, ils peuvent avoir des rôles, mais c'est pas très polyvalent, on va dire. On passe maintenant au Blood River. Bon, on va faire très rapide, 5 de mots, save à 6, 1 point de vie. Un profil de clause relativement anecdotique, à savoir quand même que ils ont un +1 à l'arène lorsqu'ils ont chargé, ce qui est pas mauvais. Bon, grosso modo, c'est de l'écran, mais c'est un bon candidat pour se faire casser la tête par le Slaughter Priest. C'est ça, c'est pas cher, et c'est leur C'est de la dîme. principal atout d'être pas cher. Ça va rentrer dans plein de listes. Voilà. C'est clair. C'est de la dîme de sang, c'est un petit peu de prise d'objet, c'est du sacrifice, donc c'est une unité qui, voilà, faut la prendre pour ce qu'elle est. Nous passons maintenant au Skull Reaper. Donc les Skull Reaper, c'est 5 de move, save à 4, 3 PV par tête, 1 dossé. Une belle saturation. En fait, c'est à peu près le profil des chiens au début, puisque c'est 4 attaques en 4-3. Sauf que là, c'est moins 1-2, crit mortal. Et grosso modo, ils ont un passif qui dit que c'est des beasts, sauf s'ils ont tué quelqu'un, auquel cas, ils ont +8 au score de contrôle. Ouais, ce qui veut dire que si jamais vous avez cette unité sur un objectif entièrement, si vous tuez, vous allez avoir un contre-score de 19. Si vous ne tuez pas, vous avez un contre-score de 1. Ouais. Ceci étant, c'est l'unité qui colle le plus de dégâts de votre Battle Tome. De blessures mortelles aussi. C'est votre marteau préféré. Faut savoir que vous allez souvent les mettre en Reine -2, vous allez souvent les mettre en Bless à 2, et vous allez souvent les all-out attaques. Ouais. Donc ça fait beaucoup, mais une fois que vous avez tout ça, vous vous retrouvez avec 41 attaques en pavé de 10. En 3-2, moins 2-2. En 3-2, moins 2-2, crit mortal. Voilà. Donc ça sort beaucoup de choses sur table. C'est un peu le rôle des élus. C'est les élus de corne, de toute façon. Exactement. Donc honnêtement, c'est une très bonne unité. Dans l'allégeance qui va bien, bah, en fait, ça se joue tout à fait bien avec des démons et particulièrement un Bubu. Donc honnêtement, c'est une très bonne unité. C'était une bonne unité dans la version précédente, ça reste une très bonne unité. Oui. On passe maintenant au Wrathmonger, qui est à peu près le même châssis, sauf que c'est de la sauvegarde à 5. Au niveau du profil de mêlée, c'est du 4 attaques en 4-3, moins 1 crit de hit. Donc encore plus de saturation, un peu moins de blessures mortelles. Ils ont toujours leur capacité de dire que lorsque vous allez faire un 1 à la touche, sur eux, vous allez prendre une blessure mortelle. Et ils rajoutent 1, ça c'est bien connu, comme avant toujours, rajouter une attaque pour les unités Bloodbound autres que les Wrathmonger, qui sont entièrement à 12-2. Ouais, bah de toute façon, c'est une unité qu'on va voir notamment dans des builds avec un peu plus d'humains. Dans les builds mixtes, ils vont souvent être préférés. Ouais. Enfin, ils vont souvent sauter pour des chiens. On passe maintenant au Blood Warrior. Donc les Blood Warrior, 5 de move, 2 points de vie, ça y va 3, c'est leur gros point fort. Des attaques de corps à corps en 4-3, moins 1-1 avec 3 attaques par tête qui sont pas dégueulasses. Il y a un modèle qui a quand même du Reine -2, dégâts 2. Et surtout, ils ont une capacité qui dit que lorsqu'ils meurent, vous allez jeter 2 dés par figurine qui meurt sur 5+, c'est une blessure mortelle. Bah, c'est l'unité de grind côté humain. Ouais. Ils font bien leur boulot, hein. Save à 3, c'est très bon. Ils reviennent pas comme les démons, mais ils ont une meilleure save. Ouais. On les verra dans les listes, on verra des pavés de 10, on verra des pavés de 20. Ouais. Ils sont très bons. Ouais, honnêtement, c'est une très bonne unité, c'est les petits Chaos Warriors sans le moins 1 à la blesse. Mais ouais. Voilà. Honnêtement, ça inflige des blessures mortelles, ça cogne tout à fait correctement, ça sature quand même pas mal, hein. Donc honnêtement... Bah, 3 attaques tête, hein. Ouais, assez solide. On passe maintenant au Bloodstalker, donc qui était une unité qui marchait bien avec Valkia à l'époque, petit coucou à Dada. Donc grosso modo, ça bouge de 5, 4 de sauvegarde, 5 points de vie, 2 dossés, un profil de corps à corps qui est cool, mais c'est pas pour ça qu'on le prend. Il a surtout une capacité qui est assez chouette, qui dit que à notre mouvement de phase, on peut prendre une unité non-héros Bloodbound en melee range, et elle peut utiliser une aptitude de charge même si elle a couru. Bah, le timing est bien, ça peut être avant de bouger les deux unités. Ouais. Donner course et charge, c'est très bon dans des unités qui bougent de 5. Genre les Skull Reaper, quoi. Par exemple.
Il est très bien, on le verra dans les builds d'humains, principalement. Ouais, honnêtement, pas dégueulasse. Ça fait partie des héros, je pense, qui se réfléchissent. Oui. Surtout, je trouve qu'on a quand même envie de jouer une grosse unité, particulièrement dans l'Allégeance, où on va pouvoir activer une unité d'humain dans la foulée, une grosse unité de Skull Reaper. Bah, en fait, c'est quand même un bon moyen de les fiabiliser et de s'assurer qu'ils arrivent au corps à corps en faisant le trou nécessaire. On passe maintenant au Korgorath, qu'on a à peu près jamais vu sur les tables. 8 de move, 8 points de vie, save à 5 de dossé, un tir tout à fait anecdotique. Et il a 5 attaques en 4-2, moins 1 de compagnon. Donc ça veut dire que pour aller chercher les synergies, il faut se lever tôt. Je suis pas sûr que vous ayez envie forcément de mettre un all out attaque là-dessus. Mais voilà, il a un rampage qui est grosso modo un rugissement et il se soigne 2-3 à la fin du tour s'il est en mêlée. Ben, c'est un profil, ce type de profil, c'est extrêmement difficile de les jouer en compétitif, dans toutes les armées, pas que en Khorne, et en Khorne encore plus, sachant que si on veut remplir un roster, on va vouloir préférer des choses pas chères pour en avoir plus et générer de la dîme. Je pense pas qu'on le verra. C'est clair. En plus, il est full compagnon, donc franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va avec lui. On va maintenant passer au domaine de manifestation. Plot twist, il est moins fort que le domaine de prière. On va commencer tout de suite avec le meilleur, le Bleeding Icon. Grosso modo, une réaction lorsque un adversaire a utilisé une aptitude de commandement à 8 de lui. On roll 2d6 sur un 8+, aucun effet, mais le PC a quand même été dépensé. Alors, certes, les manifestations sont moins bonnes, mais celle-ci est vraiment bien. Ouais. 8+, c'est mieux qu'un 5+. Il y a beaucoup de gens qui font un 5+ sur un dé. Là, c'est un 8+ sur 2D. C'est 41% de chance. Ouais. Donc, c'est quand même plutôt... C'est un bon bonus qui arrivera souvent. Et puis c'est dissuasif sur des contre-charges quand même. C'est dissuasif sur des contre-charges, dissuasif sur plein de choses. En fait, vous pouvez l'invoquer au corps à corps. Vous pouvez l'invoquer n'importe où. Il n'y a pas vraiment de contrainte. Vous avez une contrainte de bulle, évidemment, au Living Windows de votre prêtre. Mais comme vous avez un buveur qui est prêtre, il va être dans le combat en général, ou assez proche du combat. Et au tour crucial, vous pouvez lancer une Bleeding Icon. Et ben, ça peut enlever un holo de défense, ça peut enlever une contre-charge, ça peut enlever un contre-tir. C'est très bon. Vous allez l'avoir sur table. Malheureusement, comme elle ne bouge plus, en général, vous allez l'avoir vous allez la popper au bon moment, à un bon endroit. Elle servira pour le tour, et ensuite elle servira probablement moins. C'est clair. Mais honnêtement, c'est très certainement la meilleure des trois. Le deuxième qui est le Ex-Gorger Skull, donc qui était complètement dégénéré pendant toute la V3 parce que ça tuait à peu près toutes les listes de sorciers. Grosso modo, qu'est-ce que ça vous dit maintenant? C'est 2 attaques en 2-4, pas de reine, dégâts des 3. Et pour chaque partie de manifestation de laquelle vous êtes with Inuit, vous allez avoir un -1 au cast. C'est pas nul, mais ça souffre vraiment de la problématique des manifestations dans la version, c'est-à-dire que quand vous les invoquez, c'est à plus de 9 de tout ennemi. En général, les sorciers sont derrière. Vous avez un mouvement de 8, donc ça veut dire que pour aller choper dans votre bulle les sorciers, ça va pas être évident, et ça sera pas autour de l'invocation. Si vous le lancez en phase adverse, ça vous coûte 1 CP, et les CP, on aime bien en avoir pour d'autres choses encore. Donc, très difficile à utiliser. Toutefois, celle-ci, comme la suivante, je m'en suis déjà servi parce que c'est des manifestations mobiles et donc elles bloquent les téléportations à 9. Je m'en suis servi pour protéger des objectifs. Effectivement, non, elle est sûre qu'elle est moins forte qu'avant, heureusement parce qu'elle était un petit peu dégénérée. Ça reste quand même sympathique, surtout qu'à noter quand même, il n'y a plus trop de bonus au cast. Enfin, il y a beaucoup moins de bonus au cast. Si vous commencez à caster au tour adverse, vous allez caster à -3. Bon, ça commence à être technique. Voilà. Et la dernière, qui est le Wrath Axe, donc 3 attaques en 3-2, -2d3. Lorsqu'à notre phase de mouvement, on peut prendre 3 unités ennemies qui ont été... on peut prendre 3 unités qui ont été survolées par cette manifestation. Sur un D3, de plus, autant de blessures mortelles. Je pense qu'il y a une erreur d'écriture. La capacité est extrêmement dure à mettre en place puisque vous avez un mouvement de 8, mais vous ne pouvez pas finir en combat. Donc ça veut dire qu'il faut être à moins de 5 de l'unité cible, puisque vous avez 3 pour passer au-dessus, 3 pour revenir, plus 2. Sauf si vous faites courir la hache. Et si vous faites courir la hache, vous ne pourrez pas charger, pas faire de dégâts, etc. La hache, pour l'instant, elle est extrêmement mauvaise. Peut-être que ça va changer. Je m'en suis uniquement servi, comme je l'ai dit pour les précédents, pour bloquer des téléportations autour d'un objectif. On va donc terminer cette review avec le Skull Altar, donc le décor de l'armée. Donc un décor qui a 10 points de vie en sauvegarde à 4 et qui a 2 aptitudes principales. Grosso modo, comme avant, c'est un décor dans lequel vous pouvez foutre un prêtre. Le prêtre qui est dedans va avoir un +1 au Chanting Roll. Ce qui est très bon. Extrêmement fort, ça veut dire qu'au tour adverse, vous allez pouvoir caster vos prières sans malus. C'est quand même hyper intéressant. Et à votre tour, en fait, si vous avez prévu de setup votre prière, c'est littéralement un +2 sur les 2d6. Donc en fait, c'est juste hyper bon. Et une deuxième aptitude qui est assez cool, qui dit que lorsque vous avez une unité Blade of Khorne à 18 qui est cible d'un sort sur un 5+, on l'ignore.
Et si en plus de ça, vous avez un invoqueur à l'intérieur, vous allez générer un point de dim de sang. Alors c'est amusant parce que le décor était exceptionnel avant, il donnait une reroll aux prières. Ouais. Bah, il est de nouveau exceptionnel pour pas les mêmes raisons. Sachant que c'est extrêmement intéressant, comme c'est une mécanique de réaction à un sort adverse. Vous pouvez déclarer cette réaction en premier, la tenter. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours unbind le sort. Ou vous pouvez toujours utiliser 2 points de dim. Et vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. En général, vous allez faire décor, unbind et dim, si jamais vraiment c'est important. Ouais. Et donc du coup, vous pouvez économiser vos aptitudes importantes en le faisant dans le bon sens. C'est vrai. Non, honnêtement, c'est... Bah, que dire, c'est extrêmement fort. Et il a le mérite de donner 10 PV à votre prêtre aussi. Puisque Ah oui, c'est vrai. toutes les attaques, tir et corps à corps doivent cibler l'altar en premier. Attention, votre prêtre est toujours vulnérable à la magie ou à d'autres aptitudes qui ne seraient pas des attaques. Il peut les subir directement. C'est vrai. Donc honnêtement, un décor qui est extrêmement bon, mécanique de dim, de la protection, que dire, et du bonus au cast. On a tout ce qu'il faut. Et il est gratuit. Exactement. On a donc terminé de cette review Blade of Corn. Mon petit Spoon, c'est quoi ton avis sur ce BT en comparaison à ce qu'il était et à ton avis comment ça se place aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça va être un BT qu'on va voir sur table? Est-ce que tu penses que c'est un Battle Tome qui est compliqué à prendre en main? Blade of Corn en V3 a été assez réputé pour être pas évident à prendre en main parce que énormément d'actions possibles. Là, la Dim 200 a été quand même grandement simplifiée puisque c'est une par tour maximum. Comment tu le vois aujourd'hui? Blade of Corn, je le vois comme étant déjà un très bon index dans le top méta, pas tout en haut, mais dans le top méta quand même. En termes de difficulté d'accès, je pense qu'ils ont fait un très bon effort pour rendre ça beaucoup plus linéaire en termes d'apprentissage. Vous allez déjà réussir à faire des choses au début et vous avez quand même beaucoup de profondeur sur comment utiliser les choses. Donc, ça va être bon dès le début et vous allez continuer à apprendre des choses. Donc, c'est très très intéressant. En plus, c'est un Battle Tome qui est extrêmement fiable, ce qui n'est pas le cas de tous les Battle Tomes. Donc, ça va vraiment être très intéressant parce que votre plan, en général, vous allez arriver à le faire quoi qu'il arrive. C'est très vrai ce que tu dis. Hein. Sur tout le Battle Tome de ce qu'on a vu, moi, c'est vrai qu'il y a un point que j'aime moins dans cette V4, c'est les effets sur des 3+, 4+. Bah, c'est simple, on n'en a pas vu un seul. Bon, il y a la dim, mais bon, il y a le oui, la dim 200, c'est vrai. C'est normal, c'est tellement fort. Ouais, voilà. En tout cas, on n'a pas vu sur les aptitudes de mêlée d'avoir un 4+, des strike last et ce genre de choses. On est sur quelque chose d'extrêmement fiable. Un peu à l'image peut-être d'un OB ou d'un Nightone. On est quand même sur une fiabilité qui est top en fait. Ouais, c'est ça. Ça veut pas. Alors, fiable ou pas fiable, ça veut pas forcément dire que l'un est plus fort que l'autre. Oui, bien sûr. Mais déjà, c'est des styles de jeu un peu différents, des préférences personnelles. Et après, c'est aussi en team comment tu paries sur certains match-up. C'est beaucoup plus facile avec Korn d'avoir un résultat entre guillemets fiable. Ouais. Et tu posais la question également du est-ce qu'on va le voir? Et c'est une question un peu différente du est-ce que c'est fort? De ce qu'on a vu à première vue en tout cas, sur les premiers tournois, on voit Korn beaucoup en déclin sur la participation. Et ce que je pense, c'est que les joueurs historiques Korn ont déjà beaucoup joué, Korn en V3. Et donc, on voulu probablement switcher un petit peu d'armée avec le renouveau de la V4 et que on a beaucoup d'armées qui n'étaient pas dans la lumière avant et qui deviennent très bons, vers lesquels les joueurs se tournent en ce moment. Et c'est ça qui explique que Korn soit moins joué maintenant. C'est vrai que Korn a gardé un petit peu cet ADN, et pour le coup, c'est vrai qu'ils ont quand même, comme tu l'as dit, relativement streamliné les aptitudes du BT. Donc effectivement, les joueurs Korn ont peut-être l'impression d'avoir perdu des choses. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue de la V3, je trouve que moi, c'est vraiment une des armées qui bénéficie aussi le plus des nouvelles aptitudes génériques, que ça soit le contre-charge, même le redéploiement qu'on peut aller coupler avec des Murderlust, etc. Honnêtement, il y a aussi un autre aspect, c'est que avant tout était très séquencé en début de phase, milieu de phase, fin de phase, enfin milieu de phase, phase courante. Et en fait là, comme tu l'as dit, le meilleur exemple c'est l'altar. Vous allez pouvoir choisir l'ordre de tous vos trucs de la même manière avec le buveur, etc. Honnêtement, il y a énormément, je trouve, de profondeur dans ce Battle Tome Korn. Là où c'est fort, je pense qu'un bon joueur va vraiment magnifier la maîtrise de cette arme, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Bah écoute, merci mon petit Nico. Merci. Comme d'habitude, j'espère que cette review vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Et on vous dit salut, salut!